Bonjour et bonsoir, bienvenue sur l'émission On en parle de Stevia. Aujourd'hui, le thème est parce que être différent est aussi une richesse. Voici ce que prône Oria, une association nouvellement créée qui vise à aider les familles en situation d'handicap. Nous savons très bien que ces situations-là ne sont pas très évidentes. Voilà pourquoi elle a voulu répondre à des besoins qui sont évidents. Maintenant, nous allons passer la parole à cette association, à leur fondateur, qui s'appelle Francine, Gaël et Christophe. Maintenant, à vous la parole, Francine. Présentez-vous, s'il vous plaît. D'abord, on va commencer par vous présenter pour que les téléspectateurs puissent savoir qui vous êtes. Et ensuite, nous allons passer à l'association. Alors, qui es-tu, Francine? Moi, je me présente donc Acho Michel Francine, ça c'est tout mon nom complet. Sur Facebook, pseudo Sadmonlou. Donc, tout d'abord, merci Stevia de nous avoir conviés à cette émission. Pour nous, c'est un grand honneur d'être là. Donc, je suis de base enseignante et maman de 2 enfants qui sont des enfants avec des besoins particuliers. Donc, je laisse la parole maintenant à Gaël Acho. Bonjour Gaël, est-ce que tu nous entends? Bonjour, oui, bien sûr. Comment tu vas aujourd'hui? Alors, ça va. Un peu stressée, mais ça va. Ça va aller, tout va bien se passer. Donc, présente-toi un petit peu pour qu'on puisse savoir qui tu es. Alors, moi, je suis donc Gaëlle Acho, la petite sœur de Michel Francine Acho, donc un des fondateurs d'Oria. Donc, on a créé Oria pour venir en aide aux familles vivant une situation d'handicap, étant donné que nous sommes touchés directement par ces difficultés de la vie. Et on espère pouvoir aider d'autres parents à souffler un petit peu et surtout à relativiser, entre guillemets, sur les difficultés au quotidien de vivre ce genre de situation. D'accord. Gaëlle, je comprends très bien. Par rapport à l'association, nous allons entrer dessus dans les moindres détails. Juste pour savoir combien vous êtes à avoir créé cette association? Alors, nous sommes 3. Donc, le troisième, c'est Christophe Doué, donc, qui est en Côte d'Ivoire actuellement, donc, qui a aussi peut-être des petits soucis de connexion, d'où peut-être son absence aujourd'hui. D'accord, très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, à ceux qui nous regardent, il y a 3 fondateurs qui ont créé l'association. Le fondateur qui se trouve en Côte d'Ivoire a des problèmes de connexion. Donc, pour le moment, nous allons aller avec ces 2-là, mais les 2 représentent tout à fait l'association Oria. Donc, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Oria, pourquoi Oria? À vous la parole, Francine. Donc oui, l'association Oria est un long cheminement. Cette association n'est pas venue comme ça, subitement. C'est une association qui permet de répondre à des situations auxquelles j'avais eu affaire et pour lesquelles je n'avais pas eu vraiment de satisfaction. Donc, c'est une association qui germe depuis 2 ans et cette année a été l'année où elle devait voir le jour. Je suis désolée, les enfants ont la tablette, désolée pour le bruit. Donc, cette association, de façon administrative, est une association qui est dédiée aux personnes paralysiques cérébrales. Mais en fait, parce qu'il fallait administrativement mettre un objectif précis, c'est une association qui est non exclusive. C'est une association qui va répondre aux besoins de toute personne vivant des situations de handicap, que ce soit des handicaps physiques visibles, tels que la paralysie cérébrale, quadriparésie, mais également des problématiques qui sont liées à des handicaps invisibles, comme la dépression, comme l'autisme, comme la déficience intellectuelle, ou bien encore d'autres mots comme des personnes qui souffrent d'eczéma aigu et qui, dans leur quotidien, ne peuvent pas
fonctionner normalement. Donc, en fait, toutes les personnes qui vont vivre des situations qui les amoindrissent dans leur quotidien et qui nécessitent et qui sont reconnues, et surtout, ça c'est important, qui sont reconnues comme ayant des besoins spéciaux. D'accord, très bien. Merci beaucoup par rapport à cette présentation. Maintenant, j'aimerais savoir comment l'idée vous êtes venue de vouloir vous associer, toi en France, toi au Canada et votre fondateur en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette association entre vous trois et pourquoi l'idée de cette association justement dans les 3 continents? C'est pas compliqué. Cette association, quand on voit bien, Gaël, c'est ma petite sœur, et puis Christophe est également un beau-frère, puisqu'il est le conjoint de ma cousine Germaine. Donc, pour moi, convier ces personnes-là, parce que c'est moi qui ai eu l'idée de l'association, convier ces personnes-là dans cette aventure, c'était important. Ma petite sœur et moi sommes inséparables. Malheureusement, les circonstances ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur des territoires différents. Et dans cette aventure-là, il allait de soi qu'elle pouvait être un bon support et que déjà, en dehors du fait qu'elle soit ma sœur, c'est une personne qui est très, très humaine. Pour moi, l'association ne pouvait pas voir le jour sans y adhérer des personnes avec un grand cœur. Et ayant 2 enfants avec des besoins particuliers, ma sœur est directement concernée. Donc, cette aventure, on la vit ensemble depuis toujours. Et du coup, pour moi, c'était normal. En plus, ma sœur a elle-même un enfant qui a des problématiques, donc qui est un enfant à besoin particulier parce qu'il souffre de dépression juvénile. Alors, quoi de plus normal qu'elle soit dans cette aventure-là, sincèrement. Concernant Christophe, donc, avant le décès de ma cousine, c'était des personnes qui prenaient régulièrement de mes nouvelles pour avoir des nouvelles des enfants, qui s'inquiétaient vraiment de l'avenir des enfants, donc qui montraient un grand intérêt. Alors pour moi, là encore, ça rentre dans mes valeurs qui sont associées à ce projet des personnes qui ont un cœur, qui ne sont pas centrées seulement que sur elles-mêmes. Donc, j'ai fait appel à Christophe en ce sens-là. Et pour moi, parce qu'il y a des continents, malheureusement, dans lesquels ce type de problématiques sont marginalisées, c'était important de pouvoir mener des actions là-bas. Donc, la Côte d'Ivoire étant mon pays d'origine, c'était tout à fait logique de commencer par là, en y associant une personne qui était sur le territoire. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous comptez justement agir non seulement au Canada, en Europe, également en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. C'est bien ça? D'accord. Tout à fait. D'accord, merci. J'ai une question. Si vous avez pris l'initiative justement de créer cette association, c'est parce que autour de vous, vous n'avez pas vu de structure répondant à ce besoin-là. Est-ce que c'est bien ça? En fait, lorsque j'ai commencé à faire appel à des associations à des moments où j'étais un peu désespérée, je me suis retrouvée face à souvent des situations où on me disait « Ah, on ne peut pas s'occuper de vous parce que votre enfant ne remplit pas les conditions pour intégrer cette association-là. » Ou bien « Non, c'est de tel âge à tel âge. » Donc, du coup, dans la logique d'Oria, c'est vraiment une association qui est non exclusive, c'est-à-dire que peu importe le type de problématique, on te prend. Parce qu'un parent qui appelle des associations, c'est parce qu'il est dans une détresse, c'est parce qu'il est dans un besoin. Et lorsque on lui fait comprendre qu'on ne peut pas l'aider parce que cet enfant ne remplit pas les conditions, la détresse est aggravée parce qu'on a l'impression que toutes les portes nous ferment au nez et on ne trouve pas d'autres issues. Et ça, c'est difficile parce que pour moi qui ai vécu ça, arrivé à un moment, c'était mais mince, une association, c'est fait pour aider ou non? Parce que quand on est désespéré, des fois, on ne fait pas le tri.
des fois, quand on est dans des situations, par exemple, moi, là où j'ai vraiment vécu ça, c'était à un moment où je devais travailler et puis j'avais pas de structure pour garder les enfants. Et j'ai fait appel à toutes les associations. Je ne faisais plus de tri, association, allez, c'est pour les enfants. Et j'appelais. Et quand j'appelais, quand on me disait non, on peut pas, non, on peut pas 2 fois, non, on peut pas 3 fois, non, on peut pas. C'était dur, c'était vraiment dur. Alors, je veux, le but d'Oria, c'est vraiment d'épargner ce type de souffrance aux parents qui cherchent un support. Très bien. C'est une très belle initiative et merci encore d'avoir créé cette association. Vous êtes nouvellement créé. Ça fait combien de temps que vous avez créé cette association? Alors, cette association a vu le jour tout dernièrement, au mois de mars. C'était la bonne période pour qu'elle puisse naître. Le mois de mars, c'est quand même le printemps. Donc, du coup, oui, elle vient de naître. C'est une association qui a pour but, durant 2 ans, de rassembler tous les moyens nécessaires afin qu'au terme de ces 2 ans, on puisse offrir maintenant les services aux usagers. Parce que Oria se veut une association qui va offrir quand même assez de support. Donc, nous avons un support qui serait de soutien psychologique, ça c'est vraiment un premier point. Nous avons un support qui serait le support répit et éducation. Et puis nous avons un autre point qui serait un soutien financier pour pouvoir obtenir une subvention, enfin un financement pour le matériel médicalisé. Nous serions les personnes qui pallieraient du côté financier, en tout cas, à cela. D'accord, très bien. Puisque vous êtes nouvellement créé, vous m'avez dit mars, quels sont vos besoins maintenant en tant qu'association? Parce que si, vous comptez justement mettre en place un système de soutien aux familles. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que dites aux gens qui nous regardent, je sais que peut-être vous avez besoin de bénévoles, maintenant c'est le moment, de quoi avez-vous besoin? Si des gens qui nous regardent, qui sont disposés à aider, qui cherchent du bénévolat, qu'est-ce que vous avez besoin en tant qu'association maintenant pour grandir? Alors, en qualité d'association, on a effectivement besoin de bénévoles, mais avant les bénévoles, on a besoin de membres actifs. Dans la mesure où nous allons mener nos plans d'action sur plusieurs continents, nous avons besoin de membres actifs en France, au Canada et en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment le premier point, parce que s'il n'y a pas de membres actifs, il n'y a rien. Après ça, les bénévoles, on en veut et on en souhaite en avoir même beaucoup. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est, comme vous le savez, les dons pécuniers, mais également les dons matériels qui peut être simplement des jouets, des vêtements. Ça peut être pour ceux qui ont du matériel médicalisé dont ils ne se servent plus. On peut également récupérer ce matériel-là parce que tout est bon à prendre, et surtout le matériel médicalisé que les donateurs pourraient nous offrir serait retapé pour que ce soit utilisable, et nous pourrions aux gens qui en ont vraiment besoin leur redistribuer. Donc oui, on a besoin, je résume, de membres actifs, on a besoin également de dons en tout genre, aussi bien financiers que matériels, comme les jouets, les vêtements. Et on a besoin aussi de partenaires. Donc les partenaires ont un rôle très important, parce que ces partenaires vont pouvoir nous aider à mener à bien notre mission. Quand je parle de partenaires, je parle aussi bien d'une équipe psychologique, donc pour le support psychologique qu'on veut apporter à nos membres usagers, mais je parle également de partenaires en tout genre, comme mécaniciens. Pourquoi un mécanicien? On sait que les familles qui vivent des situations de handicap sont majoritairement monoparentales. On a 95% de ces familles qui sont monoparentales. Alors, une famille monoparentale, on sait que les revenus ne sont pas élevés. Et un véhicule dans ces familles-là, ce n'est pas du luxe, c'est une obligation. Et lorsqu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas entretenir correctement le véhicule. Le véhicule est essentiel. Alors, de pouvoir
grâce à nos partenaires mécaniciens, leur permettre de pouvoir entretenir le véhicule qui ne soit pas pris au dépourvu ou que mal pris à un moment parce que le véhicule ne fonctionne pas. On a besoin par exemple, un massothérapeute. Pourquoi un massothérapeute? Tout simplement parce que la personne, le proche aidant qui va avoir son répit, on aimerait s'occuper entièrement, intégralement de cette personne-là, qu'elle n'aille pas faire les courses alimentaires comme je le fais lorsque j'ai rien à faire, ou bien qu'elle n'aille pas faire le ménage, mais quel est son moment? Parce que quand on est épuisé, on est hyper tendu. L'hypertension, on sait ce que ça provoque. Alors, le massage, c'est vraiment permettre une relaxation. Et puis, c'est un moment de plaisir, de profiter de quelque chose, un moment de qualité. Pourquoi ne pas leur offrir ce moment de qualité auquel ils ont droit? Parce que tous les jours, ils s'occupent de personnes qui ont des besoins spécifiques. Alors, voilà, on a besoin de tous les corps de métier. Un simple jardinier aussi. Hein. On va dire, pourquoi un simple jardinier? Quand on a une maison, mais on doit s'occuper de personnes, on n'a pas le temps de s'occuper de son jardin. Et on a un beau jardin qui reste en friche. Eh bien, il faudrait une personne pour aller entretenir ce jardin-là. Alors, c'est vraiment parce que quand on est dans un cadre qui est agréable et qu'on vit des situations qui sont compliquées, ça réduit un peu le stress et ça donne un peu de bonheur. Donc, c'est vraiment ce dont on a besoin. Merci beaucoup, Francine. Justement, tu parlais justement de la situation que vivent ces familles-là. Racontez-nous un peu le quotidien d'une famille qui vit des situations d'handicap, leurs difficultés, leurs obstacles, si aussi possible comparé à une famille qu'on peut dire qui ne vit pas ces situations. Le but de cette question, c'est pour montrer aux téléspectateurs que la vie n'est pas comme tous les autres et que les obstacles qu'ils peuvent rencontrer ne peuvent pas apparaître comme étant normal pour certaines autres familles. Donc, explique-nous un peu quels sont les obstacles, la vie quotidienne que peuvent vivre ces familles-là, par exemple. Parce que si justement vous êtes dans ce genre de situation, vous le vivez quotidiennement. Et voilà pourquoi vous avez été poussé à créer cette association. Donc, à vous la parole. Je vais laisser d'abord Gaëlle parler, qu'elle décrive sa situation, mais je tiens quand même à préciser que chaque situation est différente, ok? Parce que ça dépend du type de problématique auquel tu as affaire. Alors, chaque situation est différente. D'accord. C'est pourquoi je veux savoir le vôtre à vous, par exemple. Gaëlle, quel est ton quotidien que tu vis tous les jours? Alors, je vis le quotidien d'une maman qui fait tout pour que, sachant que c'est le plus grand, pour qu'il soit satisfait. Malheureusement, étant donné qu'il est en état dépressif, il n'y a jamais de satisfaction, malheureusement. Il y a beaucoup de pleurs qu'on ne comprend pas. Donc, pour ceux qui viennent après, c'est assez compliqué parce qu'ils essayent de copier un peu sur leur grand frère. Donc, ça reste un modèle qui, au final, est un peu bancal, entre guillemets. C'est que ils vont s'identifier au maximum au plus grand, sauf que le plus grand, il est dans un état où malheureusement il n'est pas conscient de certaines choses. Voilà, il n'est pas conscient de. Aujourd'hui, on lui demande s'il est heureux, il va dire carrément je sais pas. Alors qu'un enfant de son âge qui a 7 ans, il dirait oui ou non, je suis pas content, j'ai pas été par exemple au McDonald's, ou oui, je suis content, j'ai reçu une belle voiture. Mon plus grand, il a vraiment la problématique de je ne sais pas si je vais bien, je ne sais pas si je suis content, je ne sais pas si j'aime ou j'aime telle personne. C'est voilà, c'est très compliqué. En plus de ça, je suis sans conjoint, donc ça fait que tous les rendez-vous médicaux pour Brian, c'est moi qui les honore. Donc il n'y a pas forcément de répit. Voilà, il n'y a pas de répit et on se demande toujours si on fait bien ou si on fait pas bien, ou si on fait pas bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien. Enfin, voilà, hein, c'est le rôle des parents à chaque fois de se remettre en question, alors qu'il n'y a pas lieu de base, mais voilà, on se remet en question et on veut que voilà, c'est assez compliqué, on va dire, c'est assez compliqué entre les rendez-vous, entre le bonheur voilà, de la fratrie en elle-même. Mais voilà, Brian, il demande de l'attention particulière et c'est particulier. D'accord, je comprends. Donc voilà.
Merci Gaëlle. On sait très bien que tu es entourée de tes enfants, ne t'en fais pas. C'est pas évident, mais on est de battantes. Pas évident. À toi, Francine, Il y a une raconte-moi chose, un peu ton il y a une quotidien. chose que ma sœur a oublié de dire, parce que moi, je suis fière de ma sœur. Hein. Elle est seule, mais elle essaie de mener quand même de front une carrière avec toutes ces problématiques qui sont autour. Donc, elle travaille et elle s'occupe des enfants, 3 enfants. Le plus jeune enfant a quand même 2 ans. Alors, moi, je suis fière d'elle. Elle se bat et elle se bat bien. Donc, ça, c'est le quotidien d'une famille qui vivent des situations de handicap. Je suis à peu près dans la même situation qu'elle, sauf que moi, j'ai pas 3 enfants, j'ai 2 enfants. Donc déjà, ça réduit en termes de nombre. Oui, j'ai 2 enfants qui ont des besoins particuliers. J'ai un enfant qui est beaucoup plus lourd que l'autre. Le quotidien, c'est simple. Les déplacements, il n'est pas évident de se déplacer parce que c'est beaucoup d'organisation. Si par exemple, tu décides d'aller faire des courses alimentaires à Maxi, avant de faire c'est pas comme avec des enfants qui sont complètement fonctionnels, c'est que ça te prend des fois 1 heure pour préparer ces enfants-là avant d'aller au magasin. Puis quand tu arrives au magasin, là encore, c'est un autre combat parce que mes enfants souffrent quand même de déficience intellectuelle. Ma fille a 12 ans, mais âge mental de moins de 5 ans. Donc, on arrive en magasin, on va toucher à tout, on veut… là encore, c'est beaucoup d'énergie que ça prend. Donc, oui, au quotidien, du point de vue énergie, ça épuise beaucoup, 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 beaucoup. Et ça limite également dans les actions parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire. On ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire parce qu'il faut tenir compte de la condition des enfants. Par exemple, Jimon, qui est épileptique, lui, supporte pas beaucoup les bruits. Alors lui, quand il y a trop de bruit, ça l'excite énormément et puis il fait des convulsions aussi. Alors, c'est de tenir compte de tout ça. Shadé est épileptique, mais du fait qu'elle prend beaucoup de médicaments, c'est un peu plus contrôlé que Jimon, qui lui est sous diète cétogène, alors qu'il est plus sensible à tout ce qui va être externe. L'autre chose, aller rendre visite à des amis, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, par exemple, ma fille à la maison, tout est organisé de telle façon que si elle perd l'équilibre, qu'elle ne se fasse pas mal, ou bien s'il faut une confusion pendant qu'il marche, qu'il ne se fasse pas mal. À la base, nous aimons beaucoup, par exemple, j'aime beaucoup les tables en verre et tout, les tables basses en verre. Je ne peux pas en avoir parce que il suffit d'une chute dessus, ça blesse, bref. Au niveau organisationnel, pour l'espace, c'est épuré au maximum. Donc, le quotidien, c'est ça. Le quotidien, c'est ça. Et ce qui est difficile, c'est de voir que quand on est des personnes qui vont beaucoup vers les autres, arrivé à un moment, on a, par la force des choses, on ne se rend même pas compte, on s'isole. On s'isole parce que on privilégie un cadre dans lequel l'enfant va pas, du point de vue émotion, être complètement éparpillé. Alors, on s'isole. Ça, c'est le plus dur hein, dans les familles qui vivent des situations de handicap. C'est que l'isolement vient lentement et s'installe de façon profonde dans ces familles-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses-là. J'ai une autre question. Si par exemple, il y avait une association qui a été créée, par exemple, en ce moment, et qui veut répondre à tes besoins, quel répit aurais-tu besoin? Parce que vous nous dites que l'association vise à apporter du répit à ces familles-là. Toi, par exemple, vous, personnellement, quel répit avez-vous besoin pour pouvoir justement sentir la situation un peu moins compliquée? Quel Donc, soutien? d'accord. Si on parle de répit, ben, le repos, là, avoir des bénévoles qui gardent les enfants, et ça, toutes les associations ici au Canada le font, ce répit. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce serait pas quelque chose qu'on aurait inventé parce que on sait très bien que si tu ne te reposes pas, tu ne peux pas être productif. Tu ne peux pas répondre
correctement aux besoins de la personne qui vit la situation de handicap. Donc, le repos est important. Là où nous, on veut se démarquer, c'est vraiment l'accompagnement avec un soutien psychologique. Parce que lorsque on découvre qu'on a un enfant qui va vivre une situation de handicap, lorsqu'on n'a pas été préparé, c'est très dur psychologiquement d'avaler la couleuvre. Et ici au Canada, on peut avoir accès aux psychologues, mais il y a une liste d'attente. Il y a une liste d'attente. Alors nous pourrions être un pont le temps que ces familles-là puissent avoir le support psychologique du gouvernement, que on puisse, grâce à nos partenaires psychologues, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux et tout le reste là, que nous puissions les soutenir le temps qu'ils aient cette aide-là qui est longue à avoir. D'accord, très bien, merci. Et Gaëlle, quel répit as-tu besoin pour aujourd'hui, pour le moment? J'ai pas entendu la question, pardon. Ma question est, quel répit as-tu besoin pour sentir la situation moins compliquée? Qu'est-ce que tu as besoin pour le moment que l'on t'aide, par exemple? Alors, c'est vrai qu'en France, peut-être ce qui est différent avec le Canada, par exemple, avec les difficultés, par exemple, de mon grand, je sais qu'il y a d'autres problématiques qui s'ajoutent. Sauf qu'en France, ils sont, on va dire, ils ne cherchent pas beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, il faut vraiment que je vais devoir raconter toute ma vie avant que les personnes puissent se dire, tiens, cet enfant-là a d'autres problématiques. Donc déjà, ça, c'est très compliqué parce qu'au niveau au niveau mental, c'est dur de se dire que je sais que mon fils a quelque chose d'autre, mais les gens ne cherchent pas au bon endroit et malheureusement, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas les guider. Donc ça, c'est très compliqué émotionnellement parlant. Après, le répit que j'ai besoin, comme disait Francine, parfois, j'évite d'aller voir des amis parce que mon plus grand n'est pas forcément joyeux. Voilà, il n'est pas forcément joyeux, il va rester dans son coin. Donc, prendre un enfant et l'amener chez d'autres personnes pour qu'il s'amuse, au moment où il ne s'amuse pas, autant rester chez soi et faire ce qu'on a à faire chez nous, quoi. Donc, voilà. Et au niveau du répit, malheureusement, la difficulté, c'est que mon grand, il n'accepte pas forcément les gens. Donc, même s'il y avait une personne pour le garder aujourd'hui, sa difficulté fait qu'il ne serait pas forcément... il serait pas heureux, quoi. Voilà, il serait pas heureux et moi j'irais par exemple me faire coiffer, mais je serais stressée parce que je sais que je dois, voilà. Donc, moi le répit ça serait plus un soutien psychologique, vraiment des personnes qui puissent m'écouter, qui puissent me donner certains conseils, donc d'autres mamans qui sont aussi dans mon cas et qui agissent différemment. Moi c'est plus voilà, de ce sens-là parce que me dire que je vais quitter ma maison en laissant avec une personne qui va venir, mais que mon fils il n'est pas bien ou qu'il va pleurer ou quoi que ce soit, je ne serai pas totalement bien. Donc voilà. Oh, je comprends. Merci beaucoup pour ces réponses-là. Ça permet en fait de voir à peu près que le quotidien n'est pas évident et ça ne ressemble pas comme toute autre famille. Donc, je sais que vous passez pas forcément des moments très heureux tout le temps, mais vous êtes des femmes battantes et ça, c'est très apprécié. Vas-y, Je voulais juste rajouter, parce que ma sœur et moi, nous avons la même situation avec des handicaps tout à fait différents. Et le mien, il a un handicap invisible. Donc, les gens, ils ont vraiment du mal avec ce genre d'handicap parce que pour eux, ça n'allait pas. Mais mon fils, quand vous le voyez, en fait, on a l'impression qu'il n'a aucun souci. Tout va bien dans sa vie, il joue au foot, voilà. Excusez-moi, on va faire pipi. Pardon. Donc, mais voilà, c'est juste pour dire, en tout cas, à tous ceux qui nous écoutent, le handicap, il n'est pas que visible. Il est aussi invisible et l'invisible, parfois, est très compliqué aussi à vivre au quotidien. Voilà, c'était juste ça. Je vais juste revenir sur ça. Vas-y, Francine.
Je vais revenir sur ça parce que ce que dit Gaël, c'est la vérité. Le handicap invisible est le plus lourd à porter. Et il est le plus lourd à porter parce qu'il suscite beaucoup de jugements, il suscite beaucoup de critiques. Par exemple, ma fille, son handicap devient de plus en plus visible. Mais à l'époque, on ne voyait pas que physiquement, elle était atteinte. Alors, les gens ne comprenaient pas qu'un enfant de 4-5 ans soit encore dans une poussette. On me regardait, l'air de dire, mais tu fais de cet enfant une paresseuse. Non, elle avait des problèmes moteurs. Et comme je n'affichais pas ces problèmes moteurs, vu qu'elle porte des orthèses, mais je mettais souvent des pantalons qui cachaient les orthèses, on ne voyait pas. Donc, ça suscite beaucoup de jugements. Et c'est en ce sens que le soutien psychologique est important, surtout pour ces personnes qui vivent des situations où le handicap est invisible parce que au quotidien, c'est très, très, très dur. Des fois, tu vois une personne, tu ne sais pas le type de handicap qu'elle est, tu as tendance à critiquer. On a tendance à critiquer. Ou bien dans le cas des parents comme Gaël, on a tendance à dire elle exagère. Franchement, c'est n'importe quoi, là, son enfant va bien, elle est là, elle dramatise. Non, quand il s'agit de problèmes de santé, il n'y a jamais de dramatisation. C'est sérieux. C'est sérieux. Et ce type de commentaire qui est néfaste, qui est négatif, ça peut engendrer des conséquences très lourdes. Déjà, le parent vit une situation qui n'est pas évidente et on lui fait comprendre qu'il délire parce que vous ne voyez pas l'ampleur de la problématique de son enfant. Non, non. Donc, vraiment, le soutien psychologique, en ce sens, est aussi important. Très bien. Merci beaucoup pour la réponse. Tu peux aller aider ta fille si tu veux. Maintenant, j'ai j'ai une question justement suite à cela. Gaëlle, tu peux répondre en attendant que Francine revienne. Comment tu fais face à ces jugements? Comment faites-vous face à ces jugements et critiques que vous pouvez avoir au quotidien? Comment vous faites pour en sortir, en fait, psychologiquement? Alors, moi, pour ma part, je me suis mis dans tout ce qui est développement personnel. Donc, je lis beaucoup de livres à ce sujet. Ça me permet déjà moi, de ne pas me juger, d'essayer en tout cas de me juger, de moins me juger, de moins me taper sur les doigts, d'accepter la situation telle qu'elle est, même si c'est compliqué et qu'on se rend compte à chaque fois qu'il y a des nouvelles étapes qu'on n'a pas forcément acceptées. Mais voilà, j'avoue que un de mes plus grands modèles, c'est ma sœur, quoi. Parce que pour moi, mon fils, c'est pas que c'est pas grave, mais voilà, mon fils pourra en tout cas se gérer même plus tard, on va dire, en espérant que son état dépressif passe. Mais en tout cas, il pourra travailler, il pourra aller travailler. J'espère que ça va pas s'aggraver, je touche ma tête. Mais voilà, il pourra aller travailler, il pourra se gérer. Et j'ai pas cette inquiétude de me dire, cette réelle inquiétude de me dire, si je pars, qui va s'occuper de mes enfants? On va dire, j'ai pas cette... comme tout parent, mais j'ai pas cette difficulté en plus. Donc, je me dis, bon, si elle sourit comme ça, bon, moi aussi, je vais sourire, hein, parce que j'ai pas le choix. Mais voilà. Mais, Je comprends. Francine, est-ce que tu as entendu la question? Si tu peux reposer la question. Oui, pas de problème. Comment tu fais face à ces jugements, à ces critiques vis-à-vis de tes enfants? Alors moi, j'ai pas de jugement, j'ai pas de critique. Du moins, j'en ai plus au niveau jugement, du point de vue du regard, parce que c'est visible. C'est ça, comme je disais, quand c'est visible, les gens sont plutôt on te regarde avec un regard attendrissant. Après, moi, ce qui me dérange, surtout quand je vais dans les parcs avec les enfants, c'est trop de regards. Alors oui, c'est attendrissant, mais arrivé à un moment, c'est too much. Parce qu'on aimerait bien, à ce moment-là, voilà quoi, c'est faire les choses sans qu'on ne nous, on nous regarde, mais non, moi, je ne vis pas de critique. Je pense même que, bon, il m'est arrivé des fois de vivre des épisodes qui m'ont choquée. Et dans ce cas-là, je sors mes griffes de maman. Hein. Par exemple, j'allais au Walmart de Vio et puis nous étions dans l'ascenseur. À l'époque, ma fille
avait 5 ans, 5-6 ans. Et elle a commencé parce que ma petite est elle est très affectueuse. Elle a commencé à se coller à un monsieur qui était dans l'ascenseur, et puis le monsieur, alors que ma fille, son équilibre, elle n'a pas d'équilibre, il a poussé très violemment. Donc, elle a failli vraiment se faire mal. Ce jour-là, je pense que si j'avais le gant de boxe, je l'aurais complètement boxé, mais ma parole a été assez boxeuse déjà. Je pense qu'il s'en est bien rendu compte. Donc, voilà, parce qu'il y a des personnes, qui ne sont pas, et bien qu'adultes, hein, qui ne sont pas, comment je dirais, délicates plutôt. Donc, ça a été les quelques fois, ou bien des fois où lorsque je mets ma fille dans le chariot, les gens ne comprennent pas pourquoi si vieille est dans le chariot. Donc, on me regarde au départ. Et puis, bon, c'est par la suite, une fois qu'ils ont vu de son handicap physique que elle a un problème, c'est là que les gens se tapent. Mais sinon, beaucoup regardent un coup. Mais pourquoi elle est dans le chariot, là? Elle est grande. Mais pourquoi? Donc, c'est les seules choses. Sinon, ça va dans l'ensemble. Ça marche, très bien. J'ai une autre question. À part l'association, quelle est votre profession? Que faites-vous dans la vie? Je laisse Gaëlle parler. Gaëlle. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je touche vraiment à tout. Donc, j'ai pas vraiment, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore réussi à me poser professionnellement parlant. À chaque fois que je recommence un travail, les épreuves me ramènent à mon quotidien. Donc, je peux un temps complet, je peux pas le faire là où je suis, parce qu'avec les rendez-vous, de mon grand, c'est pas possible. Donc, en temps partiel. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Je vous entends plus. Vous m'entendez, vous? Oui, on t'entend, je t'entends. Je vais terminer et après je vais. Donc, on va dire, j'ai pas un corps de métier stable. On va dire, je peux être très bien animatrice pour tout public, équipière polyvalente, que téléconseillère, que téléprospectrice. Donc, j'ai pas, voilà. J'aimerais bien, avec le temps, devenir coach de vie, mais ça, pareil, c'est du travail, et pour l'instant, la situation actuelle ne le permet pas. D'accord. On verra plus tard. Francine, Gaëlle, elle ne m'entend pas. Je ne sais pas si toi, elle t'entend. Même si problème technique, elle va revenir de toute façon. Voilà. Voilà. Tu peux répondre à la question, quelle est ta profession, à part l'association que vous avez créée? Donc, moi, je suis enseignante. Donc, j'ai enseigné en présentiel. J'ai enseigné en présentiel 6 ans. Et puis, je continue d'enseigner, mais en ligne. Et puis, à côté de ça, j'ai une bonne amie à moi qui m'avait sollicité pour qu'on se lance dans la belle aventure qu'elle avait mise sur pied, qui est Baina. Donc, ce sont des produits cosmétiques, plus des shampoings, des produits capillaires, pour que nous puissions faire cette belle aventure ensemble. Donc, c'est ça. Donc, comme Gaëlle l'a souligné, les réalités font qu'on ne peut malheureusement pas poursuivre les voies dans lesquelles on s'est donné, parce que moi, j'ai enseigné 6 ans en présentiel. Durant 6 ans, j'ai essayé de faire ma maîtrise en enseignement pour pouvoir avoir le brevet de l'enseignement. Malheureusement, la situation de ma fille n'étant pas bonne, je n'ai pas pu achever cette formation, donc obtenir le brevet de l'enseignement. Et ma dérogation d'enseigner a été expirée, donc je ne pouvais plus enseigner. J'ai par la suite eu à faire au niveau professionnel une réorientation. Donc, j'avais travaillé en qualité de représentante sur la route aux petites entreprises. Et puis, là encore, j'ai perdu mon travail parce que dans cette période-là, mon fils avait fait un status ictus qui l'avait plongé dans le coma, et l'employeur donc m'a licenciée.
parce que plus de rentabilité. Et du coup, j'ai essayé pour ne pas rester à ne rien faire parce que comme Gaël, comme moi, le travail, c'est une façon de sortir du problème. C'est une façon de pouvoir voir autre chose que les problématiques de la maison. Alors, on essaie de trouver d'autres moyens pour que la bouée puisse flotter encore sur l'eau. On espère que cette bouée va être aussi résistante et être un insubmersible comme les Titanic. Le Titanic qui a finalement coulé. Façon de parler. Voilà. Alors, on touche à plusieurs choses parce que il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce qu'on pense à l'avenir des enfants. Parce qu'on se dit, on ne peut pas s'en aller sans leur léguer quelque chose. Et au moins, par exemple, avec des associations telles qu'Auria, je sais que les enfants auront toujours des bénévoles au grand cœur qui vont pouvoir quand même maintenir un lien avec eux. Et ça, c'est notre plus grand souhait. Ça, c'est notre plus grand vœu. Voilà pourquoi on veut des personnes intègres et qui font les choses avec le cœur. Ça, c'est très important. Ne pas le faire parce que oui, je veux soutenir ma sœur qui est là. Non, c'est pas seulement ça là. Non, on ne cherche pas un support parce qu'il y a le lien de la fratrie. Non, on le fait parce qu'on veut des gens qui le font par amour et qui sont conscients que ce type d'association aide grandement, aide grandement. Très bien, c'est très apprécié. On va revenir sur l'association et je vais vous poser une question par rapport à l'association située en Afrique. Si j'imagine que vous avez créé cette association dans ce continent-là, c'est parce que nous n'avons pas les mêmes réalités qu'ici. Est-ce que, par exemple, tu peux nous expliquer ça pour que les téléspectateurs puissent savoir un petit peu plus? Oui. En Afrique, il était important d'avoir une telle association parce que déjà, nous ici, en Occident, on a quand même de la chance. On a des associations qui nous offrent du répit. À partir du moment où on diagnostique ton enfant d'une quelconque problématique, on a des aides gouvernementales qui nous permettent de pouvoir financièrement, en tout cas, survivre. D'accord? Je ne dis pas vivre, mais survivre. Dans notre continent, malheureusement, on n'a pas ça. Et les personnes sont vraiment livrées à elles-mêmes avec la gestion de la personne qui vit la situation de handicap. Alors nous, on veut vraiment, en ce sens-là, pouvoir leur donner la même chance que ce que nous, on a ici en Occident. On veut que ces personnes-là sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas démunies. Ça, c'est un premier point. Et puis, l'autre point, c'est que c'est malheureux, mais dans nos pays, concernant la question du handicap, c'est comme si c'est tabou. C'est comme si c'est tabou. C'est comme si parler du handicap, c'est comment dire, politiquement pas correct. Et on a aussi beaucoup d'idées reçues. Des fois, on se retrouve avec des familles qui vivent des situations de handicap et autour, on va parler de malédiction, autour, on va parler de sorcellerie, mais il y a plein d'autres facteurs qui sont là, qui sont en cause. Par exemple, je vais parler d'un handicap qui est invisible, comme la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie qui est purement génétique. C'est une affaire de sang. OK? Et par exemple, lorsque vous êtes deux parents qui êtes porteurs de ce germe, le fait de ce gène, le fait de vous être mis ensemble, ben, ça provoque des enfants qui vont être drépanocytaires. Alors, pour l'Afrique, on a envie vraiment de faire des campagnes d'information, un peu comme on faisait dans les années 80 avec l'apparition du sida, vous savez, où dans les écoles, on parlait beaucoup de ça aux enfants pour qu'ils sachent que, ben, tiens, il faut se protéger. Et ben là, ce serait pas forcément, ce serait une protection pas avec un matériel visible, mais ce serait une protection dans le sens d'information en disant, OK, tu aimes une personne, avant de t'engager sérieusement avec cette personne, va te dépister. Va voir si tu n'as pas le porteur AC ou AS. Parce que si tu es porteur de AC ou AS et que tu vas avec quelqu'un qui est porteuse, qui est aussi porteur de ça,
forcément, vous allez avoir des enfants drépanocytaires. Et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec le mauvais œil ou l'oncle ou la tante qui fait du mal. Non, ça n'a rien à voir. C'est génétique. C'est génétique. Donc, là encore, l'ambition de Auria en Afrique, ce serait d'offrir le fait le dépistage. Parce que en Occident, que ce soit au Canada ou que ce soit en France, tu ne payes pas le dépistage. Dès l'instant où tu tombes enceinte, on vous fait ça. Et c'est comme ça, par exemple, moi, ma fille, elle est assez parce que le papa est porteur sain. Le papa a ce gène-là. Mais moi, comme je ne l'ai pas, ben, ma fille n'est pas drépanocytaire, mais elle souffre d'anémie. On sait que les carences en anémie sont palliées grâce à des vitamines, à des choses qu'on va te donner pour pallier ça. Alors, vraiment, en Afrique, c'est ça qu'on va faire. On va faire vraiment de l'information en ce sens-là. Pareil, lorsqu'on se marie entre cousins germains, entre cousins proches, mais ça donne des maladies génétiques et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est génétique. Donc, c'est vraiment informer les gens que tout n'est pas lié au mauvais œil, tout n'est pas lié comment on appelle ça là, au mauvais sens. Mais il y a aussi un facteur, il y a un facteur qui peut être génétique. Hein? Donc, exactement. Ma fille est paralysique cérébrale. Pourtant, le papa et moi ne sommes ni cousins, on n'est même pas du même pays. Donc ça aussi, c'est une réalité aussi qui est là. C'est pas seulement parce qu'il y a eu sorcellerie, mais ça arrive. Il y a des choses qui arrivent et ça ne s'explique pas. Mais le plus important, c'est comment aller au-delà de ce qui est arrivé. Comment faire en sorte qu'on puisse fonctionner correctement. Voilà. Ça marche. J'ai une question pour toi, Francine, parce que Gaëlle, elle a un petit peu répondu. Comment tu fais pour t'en sortir psychologiquement par rapport à la situation de ta famille, de tes enfants? Parce que je sais que ça ne doit pas être évident. Oui, alors psychologiquement, moi je vois une psychologue, hein. Ça fait 1 an que je la vois, donc elle m'aide beaucoup à aller au travers de certaines choses, comme par exemple pour moi, jusqu'en 2018, je me disais que s'il m'arrivait quelque chose, ben, j'amenais mes enfants avec moi. Ça c'était gravé comme la roche, voilà. Mais elle m'a réussi à passer au travers. Et là, maintenant, mon truc, c'est, OK, il faut chercher quelqu'un pour s'occuper d'eux. Alors, c'est de regarder autour de soi. Et puis, je suis quand même entourée, j'ai des gens qui m'aiment. J'ai ma sœur qui est là. Elle n'est pas morte, elle n'est pas immortelle. Mais je suis plus vieille qu'elle. J'espère mourir avant elle. Ce serait la suite logique des choses, normalement. Et puis, j'ai des amis. J'ai une filleule qui prend mes enfants comme ses frères et sœurs. Et puis, du côté du papa, il y a des oncles, il y a des cousins. Et j'espère que ils penseront aux enfants. Et je sais qu'ils aiment mes enfants. Alors, ce moment-là, qu'il soit un bon support pour le papa, si je ne suis pas là. Et ça, c'était difficile avant pour moi d'intégrer. Hein. C'est un travail de longue haleine. Mais justement, pourquoi avoir eu cette pensée, Francine, de se dire que si je pars, je dois emmener mes enfants avec moi? Parce que ça n'a pas dû être facile. Déjà, pour avoir cette pensée-là, ça veut dire qu'il y a eu des situations. Pourquoi avoir eu cette pensée, Francine? Parce que toute l'attention que je donne à ma fille, je le fais en qualité de mère. C'est naturel. Mais au quotidien, c'est difficile. Pour l'instant, je ne parle pas encore de mon fils, mais je parle vraiment de ma fille parce qu'aujourd'hui, ma fille a 12 ans. Elle a 12 ans, il faut la laver. Elle n'est pas encore autonome pour tout ce qui est hygiène. Donc, il faut faire ce travail-là. Il y a d'autres petites choses à côté encore que je ne dis pas, mais c'est beaucoup, beaucoup d'attention. Et vous savez, quand on n'est pas maman d'un enfant, la façon de s'occuper de l'enfant de l'autre, c'est pas de la même façon que tu t'occupes de ton propre enfant. Ça, on le sait. Alors, du coup, pour moi,
il était difficilement représentable de me dire, ben, le jour où je ne serai pas là, tout ce que je fais, qui va le faire? Il n'y a personne qui va faire aussi bien que je le fais, avec tout le cœur, qui va être aussi attentionné à ma fille. Par exemple, ma fille, quand elle a mal à sa jambe gauche, je suis capable de repérer tout de suite qu'elle a mal à sa jambe. Elle n'a pas besoin de me dire maman bobo. Je vois tout de suite. Je vois tout. Voilà, c'est ça la maman, hein, c'est ça. D'accord? Parce que ma fille, elle a ce problème qui est l'hyposensibilité. Donc, elle ne sent pas, quand elle a mal, c'est que vraiment, par rapport à nous, dans le degré de ressenti, ça va être 200, 300. Alors que elle, c'est difficile qu'elle sente la douleur. Et donc, je dois faire attention à ça. Si, par exemple, elle se blesse, elle ne sait pas qu'elle s'est blessée, elle ne sent pas la douleur. C'est moi qui vois, oh mince, elle s'est blessée, il faut aller désinfecter. Il faut être vraiment, vraiment au petit soin. Parce que, comme elle ne sent pas la douleur, ben, la petite blessure peut s'infecter très rapidement et engendrer d'autres choses. Et ça c'est moi, l'œil de maman, qui voit ça. D'accord? Alors, c'est tout ça. C'est tout ça qui m'inquiète. Merci, Vraiment. Francine. Merci pour tout. Maintenant, j'aimerais savoir par rapport à l'association, quels sont vos objectifs à long terme? Parce qu'à court terme, vous nous avez déjà expliqué, vous rassemblez des personnes pour fortifier cette association. Maintenant, à long terme, où est-ce que vous en allez? Alors, à long terme, on aimerait donc, au terme de 2 ans déjà, offrir les services, mais vraiment à long terme, pouvoir même avoir des centres pour accueillir les familles, des centres pour accueillir les personnes qui vivent des situations de handicap, avoir une garderie aussi dédiée aux enfants à besoins spéciaux parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de garderie pour les enfants avec des besoins spéciaux. Alors, nos enfants sont répartis dans plusieurs garderies et ils bénéficient d'un éducateur spécialisé lorsqu'ils sont dans des garderies subventionnées. Lorsqu'ils sont dans des garderies subventionnées, ils bénéficient d'un éducateur spécialisé. Mais pourquoi? Pour 2 heures, 3 heures? C'est pas assez quand on sait qu'ils vont passer toute une journée à la garderie. Donc, à long terme, ce serait vraiment ça. Ça nous tient à cœur. Et puis, avoir aussi ça aussi pour l'Afrique. Hein. Je ne parle pas seulement pour la France et la Côte d'Ivoire, je parle aussi pour l'Afrique. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de structure comme ça. Il n'y en a pas du tout. Alors, et puis, offrir également des résidences pour personnes à besoins particuliers, mais plus âgées. D'accord? Parce que ce n'est pas le même besoin quand on prend de l'âge. Même si, par exemple, un adulte qui est déficient intellectuel d'âge mental, il a 18 mois, il a 3 mois, il a 1 an, il a 5 ans. Mais physiquement, il a le corps d'un adulte. Et les besoins sont pas les mêmes parce que il est plus lourd, il est grand, il est formé. Il a besoin il faut respecter sa pudeur. Il faut respecter, il faut qu'il soit digne. La dignité, pour moi, c'est très important. Ma sœur aussi, je le sais, Christophe également. Pour nous, la dignité, c'est important. Et ce n'est pas parce qu'on vit des situations de handicap qu'on ne peut pas être digne. Ça, pour moi, non, c'est pas concevable. La dignité, c'est très important. D'accord. Et c'est justement ce que vous voulez apporter à ces familles-là pour que les enfants puissent vivre et maintenir leur dignité. Gaëlle, tu as quelque chose à dire? Vas-y, on t'écoute. Oui, l'action, alors déjà en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, j'avais pas entendu Francine au début, donc je ne sais pas si elle a dit qu'on était ivoirienne de base, donc c'est pour ça qu'on commence par la Côte d'Ivoire en premier lieu. Mais vraiment, un des plus gros défis, c'est vraiment ce que pense l'homme africain de l'handicap en lui-même. Déjà qu'ils prennent conscience que ça existe, qu'ils prennent conscience que ce n'est pas parce on a des situations de handicap qu'on ne sert à rien, qu'on ne vaut rien ou qu'on n'est même pas humain, en vrai. Et en tout cas, dans ma perception de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général, d'essayer vraiment de faire changer les mentalités. Après, ça sera, je pense que j'aurai 65 ans, le temps d'arriver à 10 personnes, je pense, parce qu'ils sont vraiment, voilà. Mais je ne lâcherai pas et Francine ne lâchera pas et Christophe non plus. Vraiment changer les mentalités, ça serait pas mal aussi. Voilà.
au passage, pour tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Je sais que vous avez un mot d'ordre pour l'association. Est-ce que vous pouvez partager ça? Quel est le mot d'ordre de l'association? Votre mantra. Alors, on en a 3. C'est quoi les 3? Sinon, on en a plein d'autres, mais on en a 3. 3 personnes. Allez-y. On y va. 1, 2, 3. Amour, partage, soutien. Et soutien. OK. Pourquoi ces 3 mots-là? Voilà, amour, partage, soutien. Pourquoi ces 3 mots-là? Ouais. Amour, partage et soutien. Gaëlle, je te laisse parler ou tu veux que je parle? Allez-y. Juste un petit résumé. Pourquoi vous avez choisi ces 3 mots? L'amour, c'est ce qui dirige la vie aujourd'hui. Si aujourd'hui, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'humain. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas. Donc, l'amour, déjà, ça dirige tout. Le partage, c'est important de partager. Même quand on n'a pas, on peut partager de son temps, on peut partager de son oreille, de son épaule, ne pas partager, par contre, les jugements, mais au moins partager son écoute. Voilà, déjà. Et le soutien, parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est vraiment important d'avoir, peu importe le soutien, même si c'est 10 minutes de temps, tu appelles ta copine qui vit ce genre de situation, et ça fait du bien de sortir pendant 10 minutes du quotidien. Voilà. Donc, voilà les mots. Après, il y en a plein d'autres, mais bon, on va résumer à ça. Vas-y, Francine. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Elle a très bien énoncé les trois mots d'ordre. Donc, c'est ça. D'accord, très bien. Merci. On est presque à la fin, il nous reste quelques minutes. Mais avant tout, j'ai une question à vous poser. D'accord. Vous avez dit que, on va revenir un peu sur l'Afrique. Vous avez dit qu'en Afrique, il y a un réel besoin, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire changer les mentalités, leur faire comprendre que justement, être différent est une richesse. Vous avez également dit que vous comptez passer par une campagne de sensibilisation dans votre projet. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de ces structures en Afrique? Non. Et puis, quand il y a des structures, ce sont souvent des ONG, ce sont souvent des petites associations qui essaient de se débrouiller comme elles peuvent, mais qui n'ont pas beaucoup de support. Alors, c'est très difficile de maintenir la cadence. Vraiment, d'ailleurs, même je félicite les personnes qui sont à la tête de ces organisations-là parce que ce n'est pas évident. La dernière fois, j'avais contacté une association qui est en Guinée et la personne me disait que c'est comme s'ils sont des fois livrés à eux-mêmes. Ils ont beaucoup d'enfants. Donc là, c'était pas une association pour des enfants à besoins particuliers, mais c'était pour des orphelins. Et oui, il y a des organisations. Est-ce qu'il y a des organisations pour les personnes avec des besoins particuliers? Non. On a beaucoup, je pense que en Afrique, on a essayé de faire beaucoup de choses pour les personnes qui sont aveugles, sourdes et muettes parce qu'elles sont quand même fonctionnelles, ces personnes-là. Mais quand on parle de déficience intellectuelle, c'est plus compliqué. La déficience intellectuelle, déjà même, il y a beaucoup de mots péjoratifs qui y sont associés. Nous, on parle de déficience intellectuelle, on parle de retard intellectuel, mais il y a d'autres mots plus lourds, comme des débiles mentaux, comme des mongols. Voilà, ce sont des mots qui sont quand même lourds et qui enlèvent la dignité d'une personne. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment cibler l'Afrique et puis on espère au terme de nos projets pouvoir de façon internationale recueillir des personnes à besoins particuliers dans nos différents centres parce qu'on ne voit pas que la Côte d'Ivoire. Il y a ce besoin partout. Et c'est pour ça qu'on a besoin de partenaires, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France ou au Canada, pour mener à bien cette aventure. J'appelle ça une aventure parce que c'est une belle aventure. C'est une aventure qu'on peut appeler aventure de la vie. Vraiment, aventure de la vie. Et on voit plus loin. On voit plus loin. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Francine. On va passer au résumé. Nous sommes presque à la fin de notre live. Donc, juste pour conclure l'association Auria, est-ce que vous pouvez nous conclure l'association d'Auria à ceux qui nous écoutent, par exemple? Okay. Donc, l'association Auria
comme on a dit, c'est vraiment offrir un soutien psychologique aux familles qui vivent des situations de handicap afin que ces personnes ne se retrouvent pas 95% monoparentales pour ceux qui sont en couple, de les supporter pour qu'ils soient soudés face à ces difficultés-là, de pouvoir, dans un deuxième temps, offrir du répit aux familles pour qu'elles aient un moment de repos, un moment à elles, mais également un côté qui est éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est de permettre aux enfants qui vivent de handicap invisibles, comme les épileptiques, comme les autistes, mais autisme qui n'est pas associé à de la déficience intellectuelle modérée, aux personnes qui souffrent d'asthme, des enfants qui souffrent d'asthme ou de diabète et qui sont souvent hospitalisés, de ne pas décrocher scolairement. Parce qu'il faut savoir que 50% de nos enfants qui souffrent de handicap invisible sont en échec scolaire. Donc, de pouvoir les aider en ce sens-là, de pouvoir les soutenir et faire en sorte qu'ils puissent s'accrocher scolairement parlant et ne pas, et pouvoir un jour avoir un travail qui soit à la hauteur de ce qu'ils sont. Et le troisième point, c'est le financement, de pouvoir offrir un financement aux personnes qui veulent acheter du matériel qui soit plus équipé que le matériel que le gouvernement finance à 100%, parce qu'il y a des équipements basiques médicalisés que le gouvernement finance ici au Canada, par exemple, mais lorsque tu veux une haut de gamme, mieux, parce qu'on a le droit de vouloir mieux à son enfant ou à son parent, bref, ben de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent avoir ce mieux-là grâce à notre aide. Donc, vraiment, c'est les aspects de Auria, vraiment. Merci beaucoup. On va prendre les commentaires justement qui vont dans le sens de vous soutenir, Auria. Il y a Papi Malo qui dit Go, Auria. Oh, tu as quelque chose à dire, Gaëlle? Vas-y, rajoute avant qu'on ne continue avec les commentaires. Non, vas-y. On parle, c'est vrai, beaucoup d'enfants. Donc, les personnes ont l'impression qu'on agit seulement pour les enfants qui sont en situation de handicap, mais c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis avec mon mari a un accident de voiture, il devient paralysé. Et ben en vrai, c'est pour adultes ou enfants. L'association, c'est vraiment pour toute personne, pour toute famille qui vit cette situation. Donc, c'est important. C'est vraiment important de le mentionner parce qu'on allait dans le sens des enfants. Maintenant, tu veux dire, c'est toute personne qui vit cette situation de handicap ont bénéficié justement du soutien de Auria. C'est ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, il y a Muriel Fano qui envoie des cœurs. Il y a Papi Malo qui dit Go Auria et qui dit l'Afrique en général, on a besoin d'éduquer nos mentalités. Force aux familles en situation de handicap. Papi Malo qui nous encourage beaucoup. Bravo, je suis de tout cœur, comme tu peux le savoir, Francine. Il y a Lem Stéphane qui envoie force. Et il y a Stéphane Chouapi qui dit très beau projet. Fouzia Tian qui dit merci pour tout. Et il y en a plein d'autres que je vais citer rapidement. Il y a Nalo Vawas qui dit bravo, Adetola qui dit bravo, d'autres personnes qui disent Win Kennedy, soyez la bienvenue, l'initiative sera très bénéfique pour l'Afrique. Et pour terminer, Juliana Dosé qui dit bravo, les mamans guerrières. Oui, bravo à vous, maman guerrière. C'est vous, femmes, qui vous levez justement pour le futur de vos enfants et pour le futur de ces personnes qui vivent ces handicaps. Et c'est vraiment très apprécié. Vous, téléspectateurs, nous avons vraiment besoin de votre soutien parce que c'est une situation qui concerne tout le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. C'est une situation que vivent beaucoup de familles par honte ou par tabou. Ils le cachent et ne veulent pas montrer, si je peux dire, la sensibilité ou leur situation. Pourtant, ce sont des familles qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'Auria. Donc, voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Auria a besoin de vous pour grandir. Allez liker la page, allez soutenir Auria parce qu'elle agit non seulement en Afrique, mais elle veut agir partout dans le monde. Et c'est ensemble que tout est possible. Sans vous, Auria ne peut être rien. Mais avec vous, elle ira loin et encore plus loin parce que l'Afrique en a besoin
et nous avons vraiment besoin de changer et d'avancer. C'est grâce à Auria que tout se fera. Merci beaucoup à vous, téléspectateurs. Est-ce que vous avez un dernier mot, Auria, avant qu'on ne conclue et qu'on dise au revoir? Vas-y. Je ne m'arrête plus, ça y est. Non, une grande pensée pour le troisième membre qui est Christophe. Malheureusement, même le réseau en Afrique est compliqué. Donc, on espère que ça, avec le temps, ça va changer aussi. Mais voilà, une grande pensée pour lui. Et dommage, voilà. Mais c'est pas... Voilà, il y en aura d'autres des lives, donc il sera là, il sera présent. Donc, voilà. Pas grave. Il vous soutient avec le cœur. Il est déjà dans Auria, donc il vous soutient déjà avec le cœur. Donc, il est avec nous en pensée. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Francine? Oui, donc au nom de toute l'équipe d'Auria, merci à vous tous pour vos encouragements. Merci à vous tous pour ces mots qui nous vont droit au cœur parce que on sait que vous reconnaissez que cette aventure est belle. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Stevia encore de nous avoir accueillis. Et puis, Christophe, on va parler en son nom. Ben, Christophe vous remercie aussi tous. Donc, merci encore. D'accord. Merci à vous. Merci pour votre soutien. À bientôt. Au revoir.